Bonjour à tous et merci d'être venus à ma conférence. Donc je vais faire un retour d'expérience sur la réalisation d'un projet d'API pour Arte. Donc je suis avant tout un mème, grâce à mes collègues et à un photomontage un peu douteux sur Twitter. Si vous avez suivi un peu le tag PHP Tour, vous avez dû voir passer des photos de moi. Bon, c'est une petite blague pour commencer, pour se chauffer un peu la salle. Plus sérieusement, donc je suis Thibault Lanclos, développeur web et mobile à Joli Code. Salut les copains. Je suis développeur Symfony 2. Je fais aussi pas mal de JavaScript, donc JavaScript full stack avec Node. J'apprécie beaucoup le framework Meteor. Je fais aussi du développement mobile avec Titanium. J'ai mis Rock'n'Code dans mon slide parce que le code c'est une passion pour moi. J'assimile ça beaucoup à la musique, qui est en termes de composition, en termes de rigueur. Voilà, c'est vraiment une passion. Donc pendant ces 30 minutes, je vais vous présenter tout d'abord les clients avec qui on va travailler, donc Arte. Le projet d'API réalisé avec eux et les différents outils et processus qui nous ont permis d'arriver à une API de qualité et que je vais vous recommander pendant la conférence. Et je ferai un bilan personnel en tant que développeur, en tant qu'humain, qu'est-ce que ça m'a apporté et au niveau du projet, est-ce qu'il en est, est-ce qu'il sort. Donc le client c'est Arte, donc c'est Arte GIE, c'est un groupement économique basé à Strasbourg. C'est une chaîne de télévision franco-allemande pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ils ont de nombreuses plateformes, ils sont présents sur donc bien sûr une chaîne de télévision, ils sont présents sur le net avec plusieurs sites et des sites dédiés à des émissions. Ils sont présents sur le mobile, il y a plusieurs applications, il y a des applications HBB TV, il y a des Smart TV, il y a l'Apple TV récemment. Donc il y a beaucoup de consommateurs de données autour d'Arte. J'ai travaillé avec principalement François Dume, qui a déjà réalisé une conférence au PHP Tour, Forum PHP en 2014, et Mathieu Brine. Donc François Dume, c'était plus le responsable technique. Donc c'est avec lui que je développais, que j'ai appris, le métier d'Arte. Et Mathieu, donc le responsable des features et de la documentation. Et en interne aussi, donc, je travaille avec Damien Alexandre et Xavier Lacot, donc de Joli Code. Le projet, il est en deux parties. Donc d'abord, il y avait améliorer les API, donc ajouter de la valeur, améliorer les performances, et réaliser un portail partenaire pour les clients d'Arte. Donc par exemple, si par exemple l'application de Deezer va vouloir accéder à l'API d'Arte, ils vont pouvoir dans un portail partenaire créer des clients, gérer des credentials d'identification pour leurs applications. Donc l'API, c'est donc une API REST développée avec Symfony 2. Il y avait vraiment un besoin d'unifier toutes les données d'Arte. Donc il y avait déjà une API avant réalisée en Java. Il manquait pas mal d'informations, il n'y avait pas d'authentification à proprement parler. Donc on a utilisé OAuth 2. On a rajouté autour de nos API un proxy Nginx. J'expliquerai plus tard comment on l'a réalisé. Et avec des scripts Lua qui vont nous permettre de rajouter du code métier dans notre proxy. Notamment, on s'en est servi pour le rate limit et l'authentification. Le portail partenaire, donc la deuxième partie, comme je disais, ça va permettre aux clients de gérer des credentials, de créer des applications, d'être associés à une organisation et surtout d'accéder à une documentation. Alors, on a l'habitude d'utiliser Nelmio quand on crée une API REST avec Symfony. Nous, notre architecture a fait qu'on avait des documentations sur plusieurs projets. On voulait vraiment tous les rassembler ensemble. Et
Donc on s'est servi de Namio sur chacun de ces projets pour exposer une API, et en fait on a regroupé toute la documentation à un seul endroit. Donc c'est aussi le but de ce portail. Je vais présenter un peu l'organisation du travail dans notre équipe. C'est sûrement des points qui sont évidents pour chacun de vous, mais je suis un relativement jeune développeur. Je venais d'une agence web avant de travailler à Jolicode. J'avais pas du tout les mêmes habitudes de travail. Donc j'ai beaucoup évolué sur ce projet. Je vais vous le montrer en quoi. Donc un point de grande importance, c'est le stand-up chaque matin. Donc ça fait partie de Scrum. On ne met pas tout en place par rapport à Scrum, mais ne serait-ce que se retrouver tous les matins une quinzaine de minutes avec toute l'équipe, dire ce qu'on a fait hier, dire sur quoi on va travailler aujourd'hui, les problèmes qu'on a, demander de l'aide, très important. Et ça c'est juste une petite habitude à prendre. Et ça motive vraiment les développeurs de toute l'équipe. La priorisation des tâches, par exemple dans mon ancien travail, j'étais un peu perdu, j'avais une liste de tâches, je ne savais pas quoi en faire, et j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à les prioriser et à évaluer le temps. Bon, évaluer le temps, voilà, tant pis. Cette priorisation, en fait, elle était d'abord faite par la remontée de bugs. En fait, on priorisait toujours la résolution de bugs en premier. Pourquoi? Dans une API, c'est vraiment du métier directement. On n'a pas de front, on n'a pas de design. On est vraiment sur du code métier. On expose des données très importantes à plusieurs types de clients. Donc s'il y a un bug, on touche plein d'applications différentes. Donc je trouvais que c'était vraiment une très bonne approche. Peut-être pas à mettre en place pour tous les projets, mais pour une API, je recommande vraiment d'utiliser ça. On avait des mises en production hebdomadaires. Bon, c'est sûrement basique pour maintenant, mais moi j'ai fait des mises en production en FTP, je devais synchroniser des fichiers à la main. Enfin, quand on disait en prod, je posais ma journée du vendredi et je pleurais un petit peu. Donc là c'est Capistrano, on lance une commande. Et c'est devenu facile, vraiment. On était prestataire, donc on ne travaillait pas à Strasbourg. On a utilisé de la communication chat et VoIP avec InChat. Bon, en interne à Jolicode, on utilise Slack, je trouve que c'est un peu mieux. C'est aussi important, avant j'utilisais des mails. Bon, avant les années 2000, je suppose. J'ai l'exemple où je devais développer. J'avais 3 tâches, et ces 3 tâches, j'ai pris 3 personnes. J'ai envoyé 3 mails, et j'ai attendu 2 jours pour pouvoir travailler correctement sur mes tâches. Là, on fait des pings, on réveille des gens, on fait une discussion, et on a une réponse super rapide. Là, c'est l'organisation, du coup, ça se fait aussi à travers des outils. Donc GitHub nous a pas mal aidé pour les pull requests et la revue de code. J'avais pas l'habitude qu'on me dise que mon code c'est de la merde. Alors faut mettre un peu de côté sa personne, faut se remettre en question. C'est super important. Les pull requests, ça nous permet vraiment de voir exactement ce que tout le monde a réalisé et de prendre la main sur le code. Donc si on doit modifier une semaine de travail d'une personne, on peut se dire ok, je rentre dedans et je peux le faire, quoi. Jira pour la gestion de tickets, bon, c'est plutôt basique. On utilisait donc toute la stack Atlassian en fait. Bamboo pour l'intégration continue. HipChat pour le chat et les notifications. C'est très important les notifications. Par exemple, je faisais une pull request, elle était testée automatiquement et je me plantais. Toute l'équipe savait que je m'étais planté. Donc ils rigolent bien, ils montrent du doigt et tout. Mais du coup on en discute, on sait, tout le monde sait que j'ai fait une erreur et on peut me proposer des solutions. J'ai peut-être pas à chercher 2 heures alors que le truc est super évident pour quelqu'un d'autre. Et
Voilà, je trouve ça vraiment très important. On utilise aussi DigitalOcean pour ce qui est des créations de VM à la volée. J'y reviendrai plus tard, c'est pour toute notre intégration continue. Le workflow, donc c'est quand un nouveau développeur arrive, on lui donne une vagrante. Donc c'est une machine virtuelle qu'on préconfigure, enfin qu'on provisionne avec Ansible. Voilà, c'est une méthode que je n'avais pas non plus. J'avais ma petite stack sur mon ordinateur. J'avais pas les mêmes versions de PHP que les versions de prod. Des fois, ça marchait pas quand on mettait en prod, je savais pas pourquoi. Là, on a vraiment essayé de se rapprocher au maximum de l'environnement de production. Ansible, ça nous permet de vraiment définir via des scripts comment est construite la VM. Et on a utilisé Packer pour accélérer l'arrivée d'un nouveau collaborateur. Parce qu'en effet, quand il démarre la VM, il doit avoir toute la construction, tous les téléchargements des paquets. On a des paquets qu'on doit builder. Donc c'est super long. Je dirais, ça mettait 30 à 40 minutes selon les machines. Donc Packer, ça nous permettait d'avoir une machine préconfigurée à partir de cette configuration scriptée. Voilà. L'architecture de ce projet, je vais en parler rapidement. Donc, on utilise donc Nginx en tant que proxy avec OpenResty. Donc l'utilisateur il va d'abord taper sur ce proxy. On a derrière plusieurs applications Symfony. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Je vais peut-être zoomer. Ouais. On a donc plusieurs applications Symfony derrière ce proxy. Comme je disais tout à l'heure, on l'a scripté avec du LUA. Donc ça nous permet d'effectuer des sous-requêtes. On va d'abord authentifier l'utilisateur sur une appli Symfony qui a seulement le rôle d'authentifier la personne. Donc juste hôte. Et ensuite, on va passer cette personne authentifiée à d'autres applications, d'autres API derrière. Et on a un système de cache pour garder l'authentification pour éviter de chaque fois appeler le serveur hôte. Donc on utilise Redis au niveau d'Nginx pour sauvegarder des valeurs. Du coup, je reviens un peu sur cette architecture. Pourquoi on l'a fait? C'est intéressant par rapport à ce que dit François plus tôt. Découper vraiment l'application en plusieurs services et surtout innover, chercher à apprendre de nouveaux langages, donc par exemple le LUA ici. Ça motive les développeurs, on apprend pas mal de choses. Au niveau de cette API, on avait besoin d'un standard. C'est quelque chose qui manque quand on retourne du JSON, on ne sait pas trop comment le retourner, on ne sait pas trop comment organiser l'information. On a choisi JSON API. Il y en a d'autres, je vais les passer après. Il fallait en choisir un, c'était celui qui nous convenait le mieux. Au niveau de la documentation, on utilise Swagger, donc via Nelmio API Doc Bundle. Pour JSON API, donc la version 1.0 sort le 21 mai, c'est mon anniversaire, voilà. Donc j'espère qu'ils vont faire une belle RFC. Donc c'est vraiment un format plutôt efficace. Dedans, il y a voilà, il y a les include, il y a les fields, les links. Donc c'est tout ce qui est par rapport à Etoaz. Donc relier des ressources entre elles, inclure dans la réponse, par exemple, on va récupérer une vidéo, on veut récupérer, imaginons des auteurs. On peut demander à la récupération de ces auteurs en faisant include égale authors, par exemple. Donc on peut aussi réduire la taille de la réponse, ce qui est très important pour les applications mobiles où on veut vraiment limiter au maximum la data via donc le champ fields où on veut récupérer par exemple que l'ID et le nom. On fait fields ID virgule nom et c'est fini. Et donc il y a d'autres formats d'API pour formater une API. Je ne les ai pas testés vraiment. Je sais qu'il y a eu une conférence dans les Symfony Live sur le format JSON LD et Hydra.
C'est plutôt axé sur la découverte d'une API. Donc en fait, on va pas vraiment faire de documentation, et la documentation sera dans l'API. Donc les types retournés, les liaisons entre les entités, voilà, c'est un autre format à tester. On a aussi fait du versionning de notre API, donc en utilisant le semantic versionning. C'est pas défini dans le standard, ils considèrent que c'est vraiment à part, ça doit être géré par projet. Au niveau de notre documentation, dans le portail partenaire, on a reproduit on a centralisé la documentation de toutes les API Symfony. On a respecté un format, donc celui retourné par Nalemio. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on va pouvoir rajouter d'autres API. Par exemple, si on a une API en Ruby, elle aura juste à exporter une documentation au bon format et on l'inclut directement dans notre portail. On a dû reproduire une sandbox. Donc, si vous connaissez un peu le bundle Nalemio, ça permet de faire des requêtes sur l'API en mode de développement. Pourquoi? Parce qu'on voulait gérer d'autres choses, notamment le versionning, donc rajouter des headers lors de la requête. On a des différentes applications, donc par exemple un Deezer va pouvoir avoir une application mobile, une application web, et on veut qu'il puisse effectuer des requêtes en tant qu'application mobile par exemple. Donc voilà, ça ressemble à peu près à ça. Le proxy qu'on a utilisé, c'est OpenResty. En fait, c'est juste un Nginx avec des modules en plus, notamment pour gérer les scripts LUA. Ça nous a permis de rajouter du métier dans notre serveur. Ça nous permet aussi d'interagir avec des bases de données. Donc, par exemple Redis, il y a d'autres drivers, je crois qu'il y a Postgre et MySQL qui sont gérés. On fait aussi des sous-requêtes. Par exemple, pour authentifier l'utilisateur, on fait une sous-requête à notre application Symfony. C'est vraiment puissant. On peut même pousser beaucoup plus loin. J'ai vu qu'il y avait des frameworks complètement LUA où ils mettent toute la logique de l'application au niveau du serveur, donc on n'a plus du tout d'application derrière. Notre application, c'est vraiment Nginx et des scripts associés. Donc moi je suis développeur PHP au départ, je suis arrivé dessus, j'ai dû faire du LUA, c'est plutôt rapide à apprendre, le typage est dynamique, donc on ne s'éloigne pas trop de PHP. Et voilà, j'ai pas eu de grosses difficultés à utiliser OpenResty. La doc est bien faite. Et donc ces scripts, ils interviennent à différents moments de la requête. Ça peut être perturbant parce qu'au final, en fait, dans ces scripts, il y a des variables globales qu'expose Nginx et ils sont du coup pas dispo à tous les moments. Par exemple, la réponse, si vous le mettez au tout début, vous ne récupérerez pas de données, par exemple. On a voulu les tester, ces scripts, parce que rajouter du code métier à partir du moment où on rajoute du code métier dans le serveur, on veut pouvoir être sûr que ça ne plante pas. Donc ils sont testables. Il y a un package Perl qui a été fait par le créateur du module LUA pour Nginx. On a vraiment eu des problèmes pour le tester unitairement. C'est une syntaxe un peu particulière. Donc, par exemple, là, le test il est découpé en 3 morceaux. On spécifie la config HTTP d'Nginx, on spécifie la config avec des locations, et on lui donne le script à tester. On fait une requête de test, et après on expecte une réponse, on rajoute des données par rapport à ce qu'on attend. Voilà, on n'a pas trouvé ça très pratique. On est plutôt passé sur des tests fonctionnels via d'abord Symfony 2, donc avec les web test cases. Ça s'est révélé plutôt lent. On avait beaucoup de tests. On faisait des comparaisons plutôt gourmandes en termes de données. Donc au final, on a utilisé une petite librairie JavaScript qui est maintenue par Vance Lucas, à qui on doit php.env. C'est une API plutôt claire. Voilà, je suppose qu'en lisant, ça coule de source. On peut gérer les statuts, les headers, parser la donnée, et c'est construit sur Jasmine. Donc si on a l'habitude de Jasmine, c'est très facile d'écrire des tests.
une autre partie donc dans la prestation de l'API, on a dû faire un benchmark de performance. Bon, je pense que vous connaissez tous, qui permet de... Ça étant XHProf, et ça permet de générer un arbre avec tous les points de temps sur toutes les fonctions. Donc on a direct aperçu qu'il y avait des problèmes sur certaines requêtes Mongo par exemple. On a aperçu qu'il y avait des problèmes au niveau de la sérialisation, parce qu'on a des très gros objets. Donc c'est un très bon outil vraiment pour trouver les bottlenecks de vos applications. Donc, je recommande fortement. Au niveau des tests de l'architecture, on a utilisé Tsung pour faire du stress test. C'est aussi un outil que je ne connaissais pas, c'est très intéressant parce qu'on peut définir par exemple des étapes d'entrée d'utilisateurs sur le temps. Donc, par exemple, de la première minute, on va rajouter 10 utilisateurs par seconde. Deuxième minute, on va rajouter 100. Tout ça jusqu'à ce que notre application plante et qu'on pleure. Bon, du coup, ça donne à peu près une estimation de la charge qu'on peut supporter. On utilise JMeter aussi pour les tests de performance. Tsung le fait aussi. Je sais que JMeter gère aussi maintenant les étapes d'insertion d'utilisateurs. Bon, on a utilisé ces deux outils-là. Juste une slide pour présenter les bundles qu'on a utilisés. C'est plutôt standard, excepté, donc on a dû forker le serializer du JMS. C'est un projet qui est vraiment beaucoup utilisé dans beaucoup d'applications. On a des petits problèmes pour le mettre à jour, on l'a donc forké, juste pour rajouter 2-3 customisations. Après on a créé notre bundle au niveau d'Aitoaz. Pourquoi? Encore, c'est des problèmes de perf. On a fait de la génération de code, donc c'est plutôt un POC, parce que ça répond bien au problème. Le problème, c'est que cette génération de code, elle n'est pas maintenable. On a du mal à intervenir dessus, à le mettre à jour. Donc c'est en réflexion, ça va être une des évolutions de l'API. Et pour les tests, les LEAP, qui nous permet de faire de lier nos tests aux fixtures, de mettre en cache la base de données lorsqu'on relance des tests. Plutôt pratique. On a utilisé Docker. Bon, je ne suis pas du tout un expert Docker. Je vois le principe, c'est très intéressant. On ne l'a pas utilisé au niveau de l'architecture. On l'a vraiment utilisé juste pour isoler nos scripts de construction et de test. Pourquoi? Parce qu'on lance des VM derrière sur le cloud et on a une VM persistante pour nos tests. Donc on ne veut pas ajouter des paquets dans cette VM. On veut vraiment isoler tous nos scripts. Donc on a fait un makefile qu'on a très inspiré de make Docker. Merci Marmelab. Comme je disais tout à l'heure, pour le provisioning, on utilise Ansible. Bon, je sais pas. Donc ça nous permet de décrire comment va être construite notre VM. C'était une approche que j'avais pas non plus. J'avais pas du tout cet aspect proche du système. Et là, on est obligé. On construit carrément notre serveur à la main. Donc c'est très intéressant. On peut réexécuter certaines tâches. Par exemple, nous on a une tâche pour la mise à jour de nos scripts LUA, parce que quand on modifie un script LUA, c'est au niveau du serveur. On est obligé de recopier, d'écraser ce script qui est dans notre source, on est obligé de le copier dans la configuration et de restart Nginx. Du coup, on peut lier des tâches entre elles. Donc, par exemple, justement, la copie de ce fichier va automatiquement notifier une autre tâche qui est de redémarrer le serveur. Donc, ça nous fait un arbre de tâches, c'est très pratique. Et on peut les cibler via des tags pour éviter de relancer toutes les tâches d'un coup. Par exemple, juste Nginx qui va remettre notre serveur, relancer toutes les tâches concernant ce serveur. On ne s'en sert pas en production. Pourquoi? C'est pour l'instant Arte sous-traite, donc les serveurs sont infogérés, ils ne supportent pas Ansible. Je pense que ça pourrait être intéressant d'utiliser Ansible en production. Je ne sais pas si vous avez des cas, si ça vous est déjà arrivé, ça m'intéresse.
Au niveau du monitoring, on a New Relic et Logstash. Donc les logs, c'est vraiment, bon, c'est tout le temps important. Là, si après une mise en production, par exemple, tout le monde ouvre son écran, tout le monde va voir les logs, on attend les 500, on attend de voir le problème. Il n'y en a pas, c'est la fête, mais c'est vraiment une approche que j'avais pas non plus. En mettant en production, on croise les doigts. Là, on a une vision sur ce qui va se passer. On est rassuré. C'est très important d'être rassuré quand on est en production. Et en plus, on a des statistiques sympas qui nous permettent de savoir les types de clients qui requêtent l'API via des headers. Donc, par exemple, on sait qu'il y a tel pourcentage qui utilise une application mobile. On a des temps de réponse, des graphes de temps de réponse qui sont intéressants aussi. Et New Relic, c'est plus pour la partie donc, alerte, donc toutes les exceptions, quand ça plante, ou qu'un temps de réponse est beaucoup trop long. Donc cette API, on en est plutôt content, ça marche bien. On a pas mal il y a pas mal de clients actuels, principalement internes pour l'instant. Donc la plupart des sites Arte s'en servent, c'est des sites Drupal. Il y a donc les applications mobiles de ces sites, l'application télé, l'Apple TV, Arte Concert, donc en double, ok, on se parle. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant il va y avoir des clients externes à Arte, donc il va sûrement y avoir des retours, il va sûrement y avoir des besoins en plus. Et reste à voir donc, comment va évoluer cette API par rapport à ces nouveaux clients. Elle est presque open source. Donc là j'ai mis une citation d'un collaborateur, je ne dis pas son nom, parce qu'on est des poules mouillées, on ne l'a pas encore mis. Donc sincèrement, au niveau de l'open source, bon, il y a des contraintes en interne au niveau de l'entreprise, mais on a quand même effectué des tâches à cette mise en open source. La suppression de données sensibles, quand on crée souvent des IP qui traînent, des serveurs qu'on veut cacher. Et donc j'ai utilisé un script écrit tout l'historique des dépôts GitHub. Donc ça fait un peu peur, dit comme ça. Au final, c'est très simple, on met un fichier texte, on rentre nos IP, nos URL, et on se retrouve avec des commits où il y a marqué confidential, et ça fait peur. Mais tout est remplacé et ça marche bien. Donc il faut quand même forquer le projet avant, hein, parce qu'on ne sait jamais. Donc à venir, pour cette API, donc il y aura des SDK pour les partenaires. C'est intéressant aussi, ça, parce que du coup, ces SDK, ce sera d'autres développeurs qui les développeront. Ils auront peut-être une approche différente, ils auront peut-être des demandes différentes. Donc il faudra voir comment on réagit, si on accepte des modifications, si l'API évolue par rapport aux demandes de ces SDK. Il y aura plus de migration au niveau des clients. Donc il y a encore des clients qui utilisent l'ancienne version de l'API. PHP 7 au niveau des performances à tester, Elasticsearch pour améliorer toutes les performances relatives à la recherche. Donc ce projet, donc, je vais faire un bilan personnel parce que c'est quand même mon premier projet chez Joli Code. J'ai vraiment évolué en termes de développeur, en termes de relations. Je me suis rapproché d'un développement plutôt système. Je ne vais pas dire que je suis DevOps, mais je connais maintenant à peu près ces approches. J'ai appris vraiment des nouvelles méthodologies de travail, proches du développement agile, que je recommande fortement. Et voilà. Au niveau du projet, donc on avait vraiment une itération relativement rapide. Là, c'était vraiment parce que c'est une API, donc pour Arte, Arte connaît ses besoins, Arte sait ce qu'il doit exposer, donc le métier est très connu. Et via la priorisation des tâches intelligentes, on a plutôt avancé rapidement. L'important, c'était pour le client, c'était vraiment d'apporter de la valeur chaque semaine, donc via la mise en prod hebdomadaire.
Donc les principaux problèmes au final, c'était pas le développement, c'était la recherche de performance. Donc comme j'ai expliqué, via la serialisation par exemple, ou les requêtes à optimiser. Et le choix des outils, c'est important de se diversifier. On apprend vraiment pas mal de nouvelles choses. Il y avait vraiment cette philosophie aussi chez Arte d'apprendre un nouveau langage, d'utiliser une nouvelle librairie, de les comparer. Et c'est important, ça introduit de la veille dans le projet. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis dispo après pour en discuter. Bonjour, donc merci pour ce retour d'expérience. Moi j'avais juste une petite question parce que vous n'avez pas trop développé cette partie. Pourquoi Symfony en fait, tout simplement? Est-ce que vous l'avez utilisé avant ou c'est vraiment parce que le projet le nécessitait voilà. Alors quand je suis arrivé sur le projet, c'était déjà la stack Symfony. Jolicode, c'est vraiment notre outil de prédilection. C'est pour moi en tout cas le framework le plus mature en termes de fonctionnalité. J'ai envie de dire pourquoi pas. C'est aussi un gage, c'est rassurant. Il y a un support sur le long terme. Je crois que c'est aussi cette partie-là qui est importante dans les entreprises, d'être sûr que la version sera maintenue au cours du temps. Ok. Bonjour. Bonjour. Merci pour le retour. J'aurais voulu savoir qu'est-ce que vous utilisez par exemple pour faire des recherches très spécifiques. Par exemple, je voudrais connaître tous les customers qui habitent en France, sachant que dans une relation, etc. Pour rechercher au niveau de vos entités, est-ce qu'il y a une norme ou quelque chose comme ça que vous utilisez? Parce que je sais que tout le monde implémente un peu son propre système. Quand on regarde par exemple les API Facebook ou Twitter, c'est pas pareil pour faire des recherches, etc. J'aimerais savoir si vous avez aussi un truc maison ou Donc au niveau de l'API, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de recherche. Pas vraiment de recherche. La base de données, en fait, c'est Mongo, non relationnel. On a très peu de relations entre les entités. C'est toujours une relation dans un seul sens. C'est plutôt simple du coup au niveau requête. Voilà. On s'est souvent posé la question pourquoi Mongo, pourquoi pas utiliser une base relationnelle. C'était un choix technique aussi pour avoir de nouveaux outils différents à utiliser. Voilà. Lorsque vous parlez de libérer dans l'open source une partie du travail qui a été fait, je ne comprends pas très bien ce qui va être libéré exactement, parce que vous avez parlé de deux choses, et dans ce qui pourrait être libéré, il y a plein de choses. Oui, c'est intéressant. En fait, je suppose que ça sera pas vraiment l'architecture, donc ce qu'on utilise au niveau de Vagrant, ça ne sera pas déployé, il n'y aura vraiment que la partie API, donc ce qui est derrière, si je reviens sur les slides, ce qui est en fait derrière le proxy. On sera vraiment la partie basse, donc avec les applications Symfony, donc vraiment le métier en fait, pas l'architecture. Je suppose qu'on pourrait aussi déployer l'architecture, mais ça exposerait, il faudrait refaire le travail de repasser sur le code, voir si tout peut être publié. Voilà. Salut. Moi j'ai une question je voudrais savoir technologiquement qui sont les clients, parce que là tu as parlé l'Apple TV, les TV connectés, etc. Est-ce qu'il y a des clients qui sont en JavaScript, qui sont côté browser? Je sais qu'on a dû gérer, c'est pour ça d'ailleurs on a fait dans notre portail partenaire, il y a la possibilité de créer des tokens à durée de vie illimitée. Donc par exemple pour ces clients-là,
Faudrait plutôt voir avec Arte, du coup. Je verrai avec eux alors. Ouais, voilà. Ok. Ils sont ici, hein, les Arte, ils sont là-bas. J'avais une petite question par rapport au pari donc d'intégration, de déploiement en production continue en fait. Comment ça va se passer quand les clients, on va dire Deezer, etc., vont arriver et qu'ils auront des retours et qu'il y aura justement une API qui va évoluer avec les docs, etc., tout ce qui va évoluer en même temps. Comment vous prévoyez toujours de livrer de la même manière ou pas ? Je suppose, oui. Vraiment, l'idée, c'est d'ajouter de la valeur tout le temps et il n'y aura pas de... L'API sera... Surtout, le plus important, c'est de ne pas casser l'API. Donc c'est pour ça qu'on utilisera du versionning. Donc garder toutes les anciennes propriétés, utiliser SEMVer, donc dès qu'on change ici une version majeure, on peut casser la compatibilité. Et la communication par rapport au client final, par exemple Deezer, c'est vous qui allez la faire ou c'est Arte qui va uniquement s'occuper de faire ce retour-là ? C'est Arte vraiment qui va gérer ses propres clients. Est-ce que vous avez eu à gérer le fait que vous ne voulez pas exposer les mêmes données à tous les clients ? Oui. Alors, donc on a une gestion de rôle. Voilà, en fait, la gestion des rôles, elle se fait au niveau des applications Symfony. Donc, c'est vraiment le métier dans ces applications. Donc, c'est eux qui exposent leurs rôles. Et en fait, ces rôles-là, ils sont utilisés par le serveur hôte. Donc, il y a un partage de rôles entre les applications Symfony. Donc, toujours via une API. C'est une architecture vraiment service. Et c'est du coup, dans le token qu'on va récupérer au niveau du proxy, on lui assigne des rôles. Et ces rôles sont récupérés derrière sur nos API et on envoie une réponse par rapport à ces rôles. Donc par exemple, les applications Symfony d'API vont peut-être nous renvoyer une 403 quand l'utilisateur n'aura pas les bons rôles. Et ces rôles du coup sont associés aux clients. C'est aussi pour ça qu'on a dû faire notre propre sandbox ici à droite, parce que du coup il pourra tester pour tel client qui a tel rôle la réponse qu'il recevra. Bonjour. Pour revenir au schéma d'architecture, ouais. Par rapport à l'authentification, est-ce que le serveur hôte, enfin l'application Symfony hôte, elle est bootée à chaque fois ? Enfin, le fait de booter 2 fois de Symfony, est-ce que ça ne vous pose pas des problèmes de performance justement ? Non, ça tourne très bien. Elle est vraiment, au final, Symfony, c'est quand même un gros framework, mais là, elle a un seul rôle, c'est d'authentifier. Donc il doit y avoir 2 bundles ou 3 bundles en plus par rapport au cœur, et ils sont vraiment gérés pour hôte. Et une autre question par rapport aux réunions Scrum le matin. Est-ce que ça déborde, ça vous arrive que ça déborde un peu sur le quart d'heure ? Oui, c'est pas 15 minutes fixe. Ça reste vraiment toujours plus court. Je dirais qu'on n'a jamais dépassé 30 minutes. Après, ça dépend aussi, je suis sûr du nombre d'intervenants. Moi, c'était toujours dans une équipe de 3 ou 4 personnes maximum. Donc aussi l'intérêt d'avoir des petites équipes spécialisées. Okay, voilà. Merci. Merci beaucoup.